Thérapeute. Bon, elle n'est pas thérapeute, attention. Amanda Alarja, qui est psychologue. Surtout, c'est difficile à dire en français, mais c'est comme ça, chercheuse de paix. Voilà. On peut les applaudir. Et je vais demander à Laura Dromp, qui est co-rédactrice en chef du Courrier, qui va modérer ce débat, de discuter avec elle et de modérer et de donner la parole au public. Laura Dromp. Pardon ? On va pas gêner pour le film, pour les clips. Oui, t'as raison. Et juste avant, nous avons un clip. Tu peux demander le clip ? Asseyez-vous. פעם קודמת אמר אחד מחברים כאן שאם רוצים לדיבור אז תבקשו גברים, אם רוצים לעשות אז תבקשו נשים. לא סיסמה של השמאל, זה התפקיד שלכם, ולא רק של הממשלה, גם של כולכם, חברי הכנסת. של כולכם. אני מייצגת 35,000 נשים של נשים עושות שלום. פנימה בתוך החנות נעמד נער פלסטיני בכניסה, בהתחלה הוא רק הפיל אותי לרצפה, אחר כך הוא הצליח לדקור אותי בכתף ימין, והוא עשה לי חור בריאה, נשברה לי השכם, והוא עשה לי חור בריאה. הייתה בבטן שלי, הייתי בחודש רביעי. אז ברוך השם ניצלתי מהאכזריות והשנאה שראיתי לו בעיניים, גם ראיתי גם פחד, ולראות מה הדברים שאני, מיכל הקטנה, יכולה לעשות כדי לשנות את המציאות הזאת. We all come from pain. We all, as Palestinians, collectively speaking, come from pain. So the way we approach the world with our pain should not be the same. I hate to be a victim. I don't want to be a victim, and I don't want to use the mentality of victimhood when I speak to the people, because I am a free, liberated woman. In this conflict in particular, it's time to believe in the people of Palestine and Israel and their desire for a better future. It's time to listen to women.
together, peace is possible. Peace is possible. Give women a chance. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nos deux interlocutrices sur cette scène aujourd'hui. Il a été décidé de parler une seule langue aujourd'hui, de parler l'anglais sur cette scène afin que nos deux intervenantes soient sur pied d'égalité. Dans mon anglais approximatif, je les accompagnerai sur cette voie. Bien sûr, vous avez les traductions simultanées, donc j'espère que ce débat sera compréhensible par toutes et tous aujourd'hui. Nous avons donc la chance d'accueillir deux représentantes d'un mouvement pacifiste, deux voix qui portent la parole des femmes israéliennes et des femmes palestiniennes pour la paix. Nous avons avec nous Amanda Alarja, psychologue palestinienne, thérapeute des arts expressifs, originaire de Bethléem et qui dirige des ateliers sur la guérison des traumatismes. Par ailleurs, nous avons avec nous Angela Yantiam, activiste israélienne pour Women Wage Peace. Elle milite pour les droits des réfugiés. Elle est présidente du musée Bar David pour l'art israélien et elle est extrêmement engagée donc pour la paix dans ce processus entre israéliennes et palestiniennes et pour ces deux populations. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Deux femmes qui refusent de vivre sans agir dans un environnement violent où les violations des droits humains sont quotidiens. Conscientes de l'asymétrie du conflit israélo-palestinien, vous parlerez bien mieux que moi des espoirs et déceptions des deux côtés après de multiples tentatives de résolution de conflits. On en a vu quelques-unes dans le film tout à l'heure. Vous voyez au quotidien les souffrances de vos pères face à cette violence omniprésente. Quand je dis pères, ce n'est pas les parents, mais donc bien sûr vos concitoyens et concitoyennes. Women Wage Peace a organisé plusieurs marches rassemblant des milliers de femmes, des dizaines de milliers de femmes. Vous avez marché jusque sous les fenêtres de Benjamin Netanyahou. Vous avez demandé et exigé que la voix des femmes compte enfin, que les politiciens prennent leurs responsabilités pour aller vers la paix, pour trouver une issue juste et équitable à ce conflit. Vous êtes là aujourd'hui pour expliquer ce que les femmes israéliennes et les femmes palestiniennes peuvent apporter dans un contexte toujours plus tendu, toujours plus difficile, où on constate qu'aucune solution politique ne fonctionne depuis 70 ans. Et c'est un symbole fort aujourd'hui que de vous avoir ici, et pour moi un honneur. Amanda Alarja, Angela Yantiam, merci d'être ici. Nous allons discuter pendant un peu moins d'une heure. Cette discussion prendra fin dans un peu moins d'une heure. Il y aura un petit temps pour les questions, mais pour commencer, je me permets de vous lancer quelques questions-réponses. Voices louder than guns. That's what we heard just before. Voix sont plus fortes que les canons. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure lorsque Julia a parlé des femmes qui sont toujours ciblées et qui sont que l'on fait taire depuis des années. Maintenant, vous êtes ici pour représenter des femmes qui parlent et qui s'expriment et pour leur donner une voix. Peut-être vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené jusque-là. Amanda, vous avez grandi à Bethléem. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici à Genève aujourd'hui? Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est un honneur d'être ici et d'être le porte-voix des femmes palestiniennes et j'espère que
je serai capable de vous transmettre l'image de ce que font les femmes palestiniennes maintenant, les croyances dans une solution non violente et sur ce qui se passe dans la région. J'ai grandi dans une famille chrétienne en Palestine, dans une petite ville de Béchala en Palestine. Et ce film que nous venons de voir, j'avais des informations sur la première intifada, mais je n'avais qu'un an lorsque cela s'est produit. Je suis née en 98 et c'était une source d'inspiration de voir que les femmes, à l'époque, ont fait ce travail et de voir les histoires personnelles de ces femmes est une source d'inspiration pour moi. Et aussi que qu'il y avait aussi des femmes israéliennes qui étaient solidaires des femmes palestiniennes. Ça, c'était quelque chose d'important. Donc, moi qui viens, je suis psychologue et thérapeute et je travaille avec l'art, les arts expressifs. Et j'ai vécu la deuxième intifada. J'étais adolescente à l'époque et nous avions 40 jours d'invasion lors de la deuxième intifada. C'était très violent. Il y avait des bombardements. Ma maison a été partiellement bombardée. Nous étions dans la maison et je vivais dans un village qui était très proche des colonies. C'était une expérience très difficile et de voir le résultat de ces actions violentes. Et j'ai vu qu'on ne pouvait pas répondre par la violence. Et j'essaye de comprendre aussi la psychologie de ce qui se produit et de trouver des réponses par les études de psychologie que je fais pour comprendre les traumatismes des deux nations et de voir pourquoi et comment ça a touché le conflit. Et c'est ça qui est ma passion et c'est ma recherche inlassable pour la paix et les droits de l'homme. Merci beaucoup. Angela. Okay. So maybe first I'll do something symbolic because I believe D'abord, j'aimerais vous montrer quelque chose de symbolique. Et je vais mettre mon T-shirt parce que moi, je crois au symbole. Et ce T-shirt va me donner de la force. Il dit en 3 langues. Women wage peace. Donc c'est en hébreu et en arabe. C'est Amanda qui va corriger mon arabe. Dites-le. Salam. Donc, nous avons les 3 langues sur notre T-shirt. Donc, je dois le mettre. No, it's fine. Bravo. Turquoise et blanc, turquoise and white, it's turquoise et blanc, c'est également un symbole dans le monde arabe. C'est ce signe de deuil, mais c'est une couleur que nous avons décidé de porter. Moi, je ne porte pas du blanc tout le temps, mais je le porte lors d'événements officiels. C'est mon uniforme. Donc, et le turquoise, c'est une couleur d'espoir. C'est une couleur très forte qui donne de bonnes vibrations et une bonne énergie, et ça donne un bon karma. Voilà. Je porte beaucoup de turquoise. Donc peut-être que vous avez compris pourquoi j'ai rejoint ce mouvement. Je suis née en Suisse il y a bien des années. J'ai grandi en Suisse, dans la partie suisse-allemande. Et je me sentais aliénée d'une certaine façon. Parfois, j'avais une grande famille ici. Je faisais partie du pays et sans en faire partie. Mes grands-parents sont des survivants de l'Holocauste. Mon grand-père était dans l'armée britannique. Il s'est occupé de personnes déplacées après la guerre. Donc, les 2 personnes ont vécu des traumatismes très forts dans leur vie. Et je pense que moi, je portais cela en moi. Nous portons tous des traumatismes, même si on n'en parlait pas. Ça faisait partie de
mon être et j'ai également aussi vécu l'expérience désagréable d'être juive. J'étais la seule juive dans mon école. Je n'ai jamais vu d'autres enfants juifs et souvent j'entendais des paroles telles qu'on n'est pas dans une école juive ici. Donc c'était pas très réjouissant d'être juive dans les années 60 en Suisse. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'émigrer en Israël. J'avais l'impression que c'était ma maison et je suis toujours très heureuse d'y être. Et je me sens à 100% au clair par rapport à cette décision. J'ai construit toute ma vie d'adulte en Israël. J'ai mes enfants et mes petits-enfants. Nous sommes 3 générations dans un seul pays, ce que nous n'avons pas réussi à faire dans d'autres pays. Voilà, maintenant j'aimerais vous parler pour vous expliquer pourquoi j'ai rejoint le mouvement de Women Wage Peace. J'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de militantisme. J'en entendais toujours parler. C'était en quelque sorte la mission de mon père de combattre l'injustice. Et donc, c'est toujours ce que j'entendais. Je vis dans un kibbutz, qui est ce qu'on appelle une communauté sociale, qui a essayé d'éliminer les injustices et les choses non sociales, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est aussi une illusion, parce que c'est pas... Il y a toujours une égalité quelque part, mais toutes ces déclarations sont importantes pour comprendre pourquoi, en fin de compte, et j'ai toujours été ainsi, ce n'est pas nouveau, j'ai rejoint le mouvement il y a 3 ans de Women Wage Peace. J'ai toujours été active d'une façon ou d'une autre. J'étais active dans le mouvement Paix pour la paix maintenant, ou bien pour les mères, pour mettre un terme à l'occupation israélienne au Liban. Mais ayant atteint un certain âge, j'ai l'impression qu'il faut que je laisse quelque chose pour les générations suivantes. Donc, j'ai l'énergie de faire quelque chose pour changer la réalité. Et comme je l'ai dit dans le film, et on l'a entendu dans le premier film, il est de mon devoir, c'est mon obligation de faire en sorte que pour les générations qui vont me suivre, les femmes palestiniennes ont dit la même chose, que pour les générations suivantes, on puisse vivre dans un meilleur monde. Ça semble banal et naïf, mais c'est un peu le moteur de mes activités. Merci. Alors, j'ai un bon nombre de questions et je ne pense pas que nous allons avoir le temps de les prendre toutes, mais je pense qu'il y a une chose de très importante à faire, c'est que les femmes dans le mouvement Women Wage Peace est apolitique. Apolitique. Okay. Apolitique, non politique, et qui est à la recherche de solutions politiques. C'est un mouvement de ce fait pour mettre la pression sur les politiques, pour écouter les voix des femmes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que c'est si important? Je pense que une de nos responsabilités, nous sommes un mouvement de nature inclusif et un mouvement promu par la société civile. Nous n'avons rien de réel, nous n'avons pas de sanctions, de punitions. Si vous avez vu le film sur le Liberia d'Abigail Disney, qui était la même productrice que le film de celui-ci, elle a produit un film qui s'appelle Pray to Get the Devil Back to Hell. Et il y a une phrase exprimée par une femme, et donc il faut un appel pour la grève du sexe, et c'est une suggestion qu'elles font, et nous avons réalisé que nous n'avons pas un bon outil. Nous ne voulons pas donc enlever nos vêtements et nous allonger devant le Knesset ou nous enchaîner au Knesset. Et un de nos principes de base, c'est la non-violence, et nous n'allons pas à l'encontre de la loi. Nous n'enfreignons pas la loi. Ça, c'est très important pour nous. Alors, comment faire pour mettre, pas de la pression, mais comment faire pour influencer nos gouvernants? C'est par le biais de notre présence. Et ce que nous voulons faire, c'est justement augmenter notre présence, d'être de plus en plus nombreuses et d'arriver à un point où on ne pourra pas nous ignorer. En 2016, lorsque
À la fin de la marche à Jérusalem, nous sommes mis devant la résidence. Il y avait un rideau noir qui nous séparait, nous et sa résidence. Et c'était un signe. Nous ne voulons rien entendre. Alors, ce qu'on avait fait la fois suivante, nous ne sommes pas retournés. Nous avons choisi un endroit très public, un parc dans Jérusalem. Et vous l'avez vu lorsque Ouda parle. Et là, il y avait de la place pour tout le monde. Et personne ne donnait l'impression qu'il ne voulait pas nous écouter. Il y avait de plus en plus de représentants des médias. Donc, je ne veux pas donner l'impression que le monde entier connaît notre mouvement. Je ne sais pas combien de personnes dans cette salle ont entendu parler de nous. Et nous voulons agir de cette façon. Permettez-moi de vous donner un exemple. Alors, nous nous rendons au Knesset, qui est le Parlement israélien, tous les lundis. Et ce n'est pas juste une personne, nous sommes 50, 60. Il y a des gens qui viennent d'où. Moi, j'habite du Nord. Moi j'habite donc du Liban. Il y a des gens qui viennent à Eilat. Alors, Israël est petit, mais c'est vraiment, ça prend un gros effort. Et nous nous rendons au Knesset les lundis, qui est le jour où il y a des séances ouvertes et des réunions de comité. On nous y invite à ces comités et les membres du Parlement. Donc, de tous les partis, même le GLIC, qui est le parti le plus extrémiste, alors, ils nous écoutent et nous encouragent à revenir, à revenir et à revenir. Je pense que notre influence... C'est comme des petits points de lumière, c'est comme semer des petites graines. Alors c'est vrai que le résultat ne va pas se voir immédiatement. Et donc 3 années, ce n'est rien pour qu'on ressente justement les effets d'un mouvement de la société civile. Et ce n'est pas un mouvement de résistance. Et nous ne sommes pas un mouvement de résistance non-violence. Il y a énormément de différences. Nous ne résistons pas, mais nous agissons pour la promotion de nos croyances et aussi pour faire aboutir nos objectifs, atteindre nos objectifs. Amanda, vous avez participé à la marche organisée l'année dernière et pour vous, il y a un sens très fort justement dans Sisterhood Beyond Borders, être sœur au-delà des frontières. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous et qu'est-ce que ça représente pour vous et les femmes palestiniennes? Alors pour moi, j'ai une approche universelle et humaniste de la souffrance et les efforts des femmes qui ne sont pas juste... Il ne s'agit pas juste des sœurs, il s'agit de l'humanité entre les uns et les autres. Et nous avons comme objectif d'arriver à ce que les gens qui sont opprimés se retrouvent libres et pour que justement on atteigne le respect des droits humains et d'avoir la liberté de choisir de son propre destin et de décider de choisir la paix, d'avoir que les Palestiniens aient la liberté de choisir la paix. Et comme Julia l'a dit à moult reprises, et les contraintes qu'il y a à participer à ce genre d'événements sont très limitées. Lors de la marche, il y avait bon nombre de femmes de Gaza qui soutenaient la marche, mais elles ne pouvaient faire rien d'autre que d'envoyer des messages, des lettres. Elles ne pouvaient pas se rendre à Jérusalem. Moi, j'ai pu participer à cette marche, mais il y avait deux côtés. Et il y avait la mer morte et qui a été jusqu'à Jérusalem et qui s'est étoffée au fur et à mesure. Et je n'ai pas pu me rendre à Jérusalem, même si j'avais pu y aller, parce que justement, j'avais pas eu le permis justement pour me rendre à Jérusalem. Ça, c'est le problème de restriction de mouvement et c'est un des obstacles auxquels vous êtes confrontés. Et il y a les femmes des deux côtés, mais on est dans une situation asymétrique. Les femmes palestiniennes ont moins de possibilités de se rendre à ce genre d'événement. Vous voulez que je réponde à cette interrogation? Oui. Et Amanda l'a dit, et je vais le réitérer. Le Women Wage Peace est un mouvement israélien qui travaille en association avec des mouvements de femmes palestiniennes. Je peux vous donner Alep, Shorosh. Voilà. Et la personne que vous avez vue dans ce court-métrage. Il y a Taï,
Israël, et il y a Roots, Rabbi Schlesinger was for Rabbi Rabbi Schlesinger, les rabbins pour la paix. Il y a des mouvements très différents. Ils ont bien sûr leurs propres objectifs et leur propre voie et leurs objectifs. Et le mouvement des femmes palestiniennes doit s'occuper de leur propre s'occuper de quelle va être leur position au sein de la société palestinienne. Alors, je ne dis pas que nous, en Israël, nous sommes totalement libérés, mais si on nous compare aux femmes palestiniennes, nous le sommes. Et on peut se déplacer comme nous le désirons. C'est un pays démocratique. Nous avons les droits, le droit d'expression, la liberté d'expression. Et parfois, en tant que personne de l'extérieur, cela semblerait n'être pas le cas, mais nous sommes une société démocratique. Nous avons d'autres sujets à gérer et je vous donnerai un autre exemple qui a eu lieu le 8 mars, qui était la journée internationale de la femme et qui a été célébrée avec des femmes palestiniennes et Women Wage Peace et d'autres mouvements israéliens sous les auspices de la résolution des Nations Unies et 1325 que Julia a aussi mentionné. Elle n'a pas dit le numéro, c'est une résolution dans laquelle nous croyons très fermement. La résolution 1325 dit qu'il faut qu'il y ait la même représentation de femmes dans un processus de résolution de conflit qu'il y a au sein de la population. C'est une femme arabe qui l'a dit de façon très directe, donc elle le savait, et c'est tout à fait vrai. Et il faut qu'il y ait la proportionnalité. Et cet événement qui fut organisé jeudi dernier, il y a 4 jours de cela, le 8 mars, c'était un événement où les mouvements se sont rejoints, c'était devant la porte de Damas. Et il y avait toute l'année va être un petit peu va être dédié sous le signe de cette résolution et à la fin il y aura une marche. L'objectif est de démarrer la marche à Bethléem, Inch'Allah, jusqu'à Jérusalem et j'espère que vous pourrez nous rejoindre à ce moment-là. Et on pourra, je l'espère, marcher côte à côte. Alors, les femmes, dans le cadre de ce conflit, il y a de la violence quotidienne, il y a des gens qui meurent, qui sont jetés en prison. Et quel est le prix que payent les femmes dans ce conflit? Alors, ce sont les femmes qui payent le prix le plus élevé, comme c'est le cas dans la majorité des conflits et des guerres. Quand je dis le prix le plus élevé, le plus fort, quels que soient les actes de violence qui sont perpétrés. Le prix le plus fort à payer, c'est lorsqu'une femme envoie son fils à la guerre. Et de perdre cet enfant, de perdre ses enfants en raison de cette guerre, en raison de ce conflit. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de peine pour la société israélienne, où justement ils doivent aller à l'armée, où il y a l'obligation de faire le service militaire, où ces jeunes doivent participer au conflit. It's very difficult, and I know many Israeli women who refuse to send their children to the army, but then they have leur service militaire. Serve in prison. Mais le problème, c'est que les enfants doivent passer un certain temps en prison. Prix fort à payer, en effet. I think Israel is obviously, I mean, the climate in Israel today, after 50 years of being sort of subduing another people, has had effects, psychological effects. Il y a eu des effets de nature psychologique sur les gens. Donc après ces 50 années d'oppression, nous aimons le pouvoir. Ça ne semble pas tout à fait normal. Nous ne sommes pas paranoïaques. Nous avons survécu à l'Holocauste et nous avons été convaincus que ce qu'il fallait faire, c'était créer notre propre État. Peut-être que c'était la bonne solution pour Israël, n'étant pas conscient que ça allait être aux dépens d'un autre peuple qui n'avait pas encore formé leur propre identité, que c'était une société tribale et bien sûr avec l'intervention des pays de l'Occident. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que la situation est très difficile. Alors, ces 50 années que nous vivons dans cette situation, ce conflit toujours non résolu, et les enfants qui sont nés là-dedans ne connaissent rien d'autre. C'est ça
leur réalité à ces jeunes. Et pour changer ce concept, et leur faire comprendre que ça pourrait être différent, qu'on peut choisir une façon différente, on peut changer le narratif de ces deux peuples. Il faut changer ce narratif et de raconter une autre histoire. C'est très difficile quand vous êtes comme paranoïaque, vous voulez vous battre, vous allez être attaqué et vous allez vous défendre. Donc c'est se battre ou fuir. Quand vous êtes attaqué, la réaction normale, c'est de se défendre. C'est la défense ou la fuite, on le sait fort bien. Et ça, on l'expérience aussi au niveau personnel. Je pense qu'Israël est toujours le sentiment qu'on doit se défendre. Alors qu'il y a... Et c'est vrai qu'à un moment donné, les Israéliens ont eu l'impression qu'ils pouvaient faire confiance, mais après, cette confiance s'envole parce qu'il n'y a pas cette confiance mutuelle. Et Women Wage Peace ont un message très clair par rapport à ces objectifs. Alors, un de ces objectifs, c'est que quand on arrivera à un accord, ça ne peut pas être un accord qui va être imposé d'un côté sur l'autre. Quand Ariel Sharon a décidé donc, de se retirer de Gaza et il a tout verrouillé, il n'a pas demandé ce qu'il voulait. C'était une solution décidée par une partie. Et donc pour Women Wage Peace, la seule chose qui sera considérée acceptable, c'est un accord accepté par les deux parties et rien d'autre. Et pas unilatéral parce que, comme l'a dit Amanda, la situation est asymétrique. Vous avez parlé de traumatisme et nous savons que quelqu'un qui a subi un traumatisme, lorsque cette personne ressent du stress ou vit un événement traumatique, va mal réagir. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose pour tout un peuple qui a traversé tant d'événements qui stressant, et comment on fait pour justement guérir de ces blessures collectives? Merci d'avoir posé cette question. C'est en lien direct, ce que j'avais dit, avec mon travail. Oui, on peut tout à fait le dire. En Palestine, donc c'est pas un PTSD, c'est accumulative trauma that is un syndrome post-traumatique. Et ça, c'est quelque chose qui a lieu tous les jours en Palestine. Et pour guérir de ce syndrome post-traumatique, vous pouvez essayer donc de limiter les dommages. Et donc moi, ce que je fais, c'est de promouvoir la résilience, justement pour endiguer les effets de ces traumatismes et d'essayer d'aider les gens justement à avoir une propre réflexion. I was asked, I mean, there was a question like, il y a une question with the High Commissioner, like, quand le haut commissaire a dit où est-ce que vous allez quand vous n'avez personne vers qui vous tournez, et quelqu'un vers qui se plaindre. Et j'enseigne aux gens donc de chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ce que j'ai fait moi-même. Lorsqu'à l'extérieur il n'y avait personne vers qui se tourner, je suis allée vers l'intérieur de moi-même et je me suis adressée à moi-même et à mon moi intérieur. Et j'aimerais pouvoir justement conseiller aux gens qui sont justement qui ont subi des traumatismes en Palestine d'avoir cette confiance en eux-mêmes, de trouver les solutions. Alors si vous regardez la jeunesse palestinienne, et j'en fais partie de cette jeunesse, et on regarde autour de nous et on veut faire partie de ce monde qui nous entoure, on veut mener une vie normale, avoir un travail comme tout le monde et de nouveau faire partie de la nouvelle technologie. Si vous allez à Ramallah ou à Bethléem, vous verrez. Et donc les jeunes palestiniens, c'est de eux que je tire mon inspiration. Ils veulent avoir une vie agréable et donc ils veulent aller à l'école, à l'université. Et pour eux, ce qui est très important, c'est la priorité au sein de la société palestinienne, c'est l'éducation. Et ça fait partie justement de l'approche non violente. Et c'est là où les femmes jouent un rôle très important, et à savoir de s'assurer que les enfants aillent à l'école. Et je vous l'ai dit. Et donc, dans ma ville, Bethléem, l'université, 77% des étudiants sont des femmes. 77%, 77%. C'est un nombre très élevé. Et ce sont les femmes qui ont les meilleures notes. Voilà. Le pouvoir aux femmes.
about this trauma question, the whole population. Alors, le sujet sur le traumatisme. Alors, je ne suis pas psychologue pour ma part, et voilà, c'est elle l'expert et pas moi. En revanche, ce que je ressens, c'est très proche de ce qu'a exprimé Amanda. On appelle donc le radical listening, l'écoute radicale. Vous avez entendu parler de ce radical listening, l'écoute radicale, ça on l'utilise au sein de Women Wage. Puis ça, c'est quelque chose de radical. Et ce que je veux dire par cela, c'est quand on écoute vraiment. J'ai écouté une très belle histoire. Je l'ai déjà dit il y a 2 jours de cela et je vais la répéter. Alors, pendant 9 mois, nous sommes dans justement for 9 months, which is a long period of our lives, and we listen because we know that the children that 9 mois, nous sommes justement dans les ventres de notre mère et on entend bien sûr à moins d'être sourd. Et après, nous perdons cette capacité, nous perdons. Et ce qu'on fait d'habitude, c'est que nous voulons exprimer nos idées, parler, et prêcher, discuter, et on n'écoute plus. Alors que pendant 9 mois, on écoute et on est en train de regarder le film que Abigail a aussi produit, Pray the Devil Back to Hell, que le diable retourne en enfer. Et on voit le film et il y a le public, il y a une discussion et on demande le ressenti du public par rapport au film. Et on a pratiqué, on s'est exercé à cette écoute radicale. Quand l'autre personne écoute, l'autre personne n'interfère pas et n'interrompt pas. Et la durée de concentration est très très basse. Et la capacité d'écouter autrui est 0. Parce que ce que je dois dire maintenant, là, immédiatement. Et c'est un outil, cette écoute radicale. Et c'est justement cette illustration que je fais, que quand on est justement dans le ventre de sa mère, on passe 9 mois à entendre, à écouter. Je n'avais pas encore rencontré Amanda. Et la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à Genève, la ville des droits humains. Et c'était très émouvant, notre rencontre, très fort. Et ce que j'ai rencontré, ce que j'ai découvert à Women Wage Peace, c'est que je me suis rapprochée des femmes palestiniennes et j'en parlais, mais je n'en avais pas l'expérience. Et nous jetons des ponts et nous mettons en place justement les conditions pour un meilleur futur. C'est peut-être pas là pour demain, mais pour l'avenir. Et nous avons justement eu cette fantastique opportunité de nous connaître l'une l'autre. Et vraiment une expérience très très positive. Et je pense que nous avons créé un lien qui durera. Et ces liens, ces ponts que vous jetez, comment est-ce que c'est ressenti des deux côtés, du côté israélien et du côté palestinien, des différentes populations? Est-ce que ce mouvement, comment est-il perçu par les Israéliens et les Palestiniens? Alors, mes amis savent que je fais partie de Women Page. Ils disent, de quoi tu parles? La première réaction, c'est qu'il n'y a pas de partenaire. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en la paix, immédiatement, ils vont dire, il n'y a pas de partenaire. Et ce que j'ai appris au cours des années, c'est qu'il n'y a pas besoin de donner une réponse à tous. Alors, vous croyez que vous n'avez pas de partenaire, mais moi, j'en ai trouvé. Et si je suis trouvé un partenaire, une autre, et eux m'ont trouvé. Il y a des partenaires, peut-être que notre mouvement n'est pas encore assez étoffé, mais on va y arriver. Et c'est un mouvement composé de femmes, et nous n'excluons pas les hommes, mais nous croyons que les femmes, quand les hommes sont là, c'est que les hommes ont tendance à dominer le discours. C'est organisé par des femmes, mais c'est ouvert aux hommes. Donc s'il y a des hommes qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et évidemment, qu'est-ce que c'est 30 000, 40 000 femmes? Alors, sur Facebook, quelques millions de j'aime, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui appuient like est un vrai supporter. Et il y a encore beaucoup de cynisme au sujet de notre mouvement. Amanda, lorsque vous avez participé à la marche, For us as Palestinian women, pour nous, en we tant also que femmes search for a palestiniennes, partner. nous sommes à la recherche de partenaires. Et il est évident que le gouvernement israélien a échoué en tant que partenaire dans les négociations de paix pour les Palestiniennes. Ils sont nombreux à avoir des questionnements sur l'organisation Women Wage Peace. Et pourquoi? À cause des déceptions qu'ils ont vécues avec les différentes discussions
discussion. Et c'est terrible, les gens ont perdu espoir. Et beaucoup de gens qui disent que ça n'a pas de sens de participer ou de s'engager dans... Continuez. So we need to set an example. Il nous faut montrer l'exemple et d'obtenir des résultats. Et pour raviver ce mouvement et justement de donner l'envie aux Palestiniens d'y croire, de croire que c'est possible. Et le Women Wage Peace est l'exemple qu'il y a des partenaires au sein de la société civile israélienne qui justement est pour le respect des droits humains. Est venu. Nous avons quelques questions qui vont prendre une 25 minutes. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Alors, ouais, j'en vois plein. Alors, on va commencer par la droite. Madame en bleu, puis Madame au milieu du rang, et ensuite Monsieur devant. Merci aux intervenants et à l'organisatrice de la table ronde. Je vais parler en français parce que je suis plus à l'aise qu'en anglais. Mais je voulais dire sur ce que disait la jeune femme palestinienne, pour avoir été en Palestine comme psychothérapeute, je dirais que presque chaque femme, pour moi, palestinienne, a vécu un trauma. J'ai dit ça parce qu'à l'occasion d'une session de jeu organisée par des Françaises dans le groupe avec lequel je travaillais à Ramallah et en Cisjordanie, West Bank principalement, je me suis mise du côté des participantes. Et au bout d'un moment, exprès, les confidences me sont venues. Et chaque femme me prenait à témoin pour me dire « Mais madame, on est toutes traumatisées. » Donc elles ont peur quand les enfants jouent, parce que s'ils font semblant de tirer, un soldat peut croire qu'il a une arme réelle et va le tirer, et il y a peu de places de jeu. Il faut dire qu'on ne peut pas construire sans permis, les permis ne sont pas donnés. Donc je veux dire, les femmes me disaient, on a peur à chaque moment un membre de la famille sort de la maison, c'est elle qui porte le poids, et beaucoup m'ont dit, en plus, ça suscite des violences conjugales, parce que la nuit, on est prise d'énurésie, de cauchemars. Donc j'ai eu des aveux très forts de ces femmes, comme quoi le traumatisme, les hélicoptères toute la nuit, que ce soit à Naplouse, à Bethléem, à Hébron, qui est horrible. Je veux dire, c'est cette ambiance. Alors moi, j'aimerais quand même dire qu'il y a un occupant, un occupé. Pour moi, je partage ces mouvements de paix. Je ne suis pas pour la violence, mais je crois qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il y a deux situations bien différentes. Et tout à l'heure, quand j'entendais que Israël est démocratique, je tique. Parce que les Arabes en Israël n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens. Déjà, pour moi, ça c'est fort. Par ailleurs, j'ai toujours dit que je pense que le gouvernement israélien et le gouvernement de Netanyahou est criminel. Et ça, je le tiens criminel pour sa jeunesse, qu'il envoie faire des actions commando. Parce que j'ai des amis aussi qui travaillent du côté juif, qui travaillent avec les réfugiés, enfin les arrivants de Russie, d'Éthiopie, et qui me disaient, dont les enfants étaient partis dans des commandos, une fois qu'ils sont à l'armée, ils ne nous appartiennent pas, on sent qu'ils sont mal, après ils sont peu bien, ils ont des peurs pour leurs propres enfants, et ça on ne le dit pas assez. Et peut-être que la société aussi israélienne pourrait bouger là, moi, je ne sais pas. Parce que les Palestiniens, dès qu'ils bougent, il y a l'armée, il y a la répression. C'était plutôt un témoignage que je voulais faire. Et que moi, je soutiens bien sûr les mouvements de part et d'autre, tant israéliens que palestiniens. Mais je crois qu'il y a un occupant et un occupé, il ne faut pas l'oublier. Je vous remercie pour ce témoignage. Vous pouvez faire suivre. Madame au milieu, pendant qu'on fait suivre le micro, peut-être maybe a reaction while we wait for the second. Yes, absolutely, you are right. Tout à fait, vous avez raison. C'est une situation complètement différente. Nous ne sommes pas deux pays en guerre. Nous sommes un pays occupé et il y a un occupant et les pouvoirs ne sont absolument pas symétriques. Tout à fait. Mais quelle était la question? C'était plutôt un témoignage, dire ce qu'elle a vu sur le terrain. Oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et la solution est d'éliminer ces problèmes et de trouver des solutions pour les Palestiniens. Lorsque les femmes travaillent sur de telles questions,
Il faut que ça ait cet aspect inclusif. Et le premier niveau dont il faut s'occuper, c'est les droits de l'homme des Palestiniens. Et beaucoup de femmes israéliennes y croient que ça devrait être une priorité. Donc, réagir à la déclaration de Madame, il faut séparer les choses. Je représente le mouvement Women Wage Peace qui veut mettre un terme au conflit, parce que nous pensons qu'il y a un conflit entre les deux. Ce n'est qu'en mettant un terme à ce conflit que les droits de l'homme seront respectés pleinement. Aussi longtemps que le conflit ne sera pas résolu, parce qu'il y a eu tellement de tentatives différentes de mettre un terme au conflit, de résoudre. Il y a eu Madrid, Genève, Oslo, les deux solutions à deux pays. Donc, toutes ont été vouées à l'échec pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, parce qu'il y a trop de traumatisme, parce qu'il y a la paranoïa qui joue un rôle. Mais notre objectif est de dire qu'il faut le faire rapidement. On ne peut pas continuer à subir cette situation, parce que le prix que tout le monde paye est trop élevé. Nous payons un prix élevé. La société israélienne est traumatisée, la société palestinienne est traumatisée. Et je n'émets aucun jugement, parce que une des choses que nous avons appris, c'est d'arrêter de faire porter la faute sur le voisin ou de faire honte à quelqu'un et de chercher le coupable. Il faut juste mettre un terme à cette situation aussi rapidement que possible. Madame, monsieur devant, je vois les mains qui se lèvent. Faites-moi signe. On vous écoute, madame. You hear me? Yes. Vous m'entendez? Oui, c'est traduit, elle entend la traduction. Oui, d'accord, non, mais ça ne concerne pas. Bon, à propos de ce que vient de dire Madame, je comprends très bien ce que vous dites, mais il y a des exceptions. Par exemple, il y a dans un hôpital israélien, le directeur est un arabe israélien palestinien. Donc les exceptions existent. Maintenant, je voulais demander... c'est très important d'où parle la personne. Angela Yantian, est-ce que vous habitez encore au kibbutz Baram, tout au nord du pays, ou est-ce que vous habitez Zurich? Où est-ce que vous habitez en fait? Elle habite au kibbutz. Je me suis présentée, j'ai dit que j'habitais à Baram, au kibbutz Baram. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. C'est vrai. Monsieur devant. Merci. Bonsoir. Bon, le fait que Netanyahou est un criminel, c'est un fait avéré puisqu'il est poursuivi par la justice de son pays pour plusieurs crimes. Alors, en ce moment, Israël est gouverné par un criminel. Ça, c'est un fait. Mais ma question, c'est la suivante. Il y a un fait qui a été dénoncé plusieurs fois par l'UNICEF. C'est une réalité absolument inacceptable et inhumaine, que ce sont les milliers d'enfants prisonniers en Israël. On ne sait pas exactement combien, parce que le gouvernement d'Israël se refuse à donner les chiffres. L'année dernière, c'était 1500 enfants. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Et maintenant, il y a cette jeune fille de 16 ans qui est emprisonnée pour un temps indéterminé. Et c'était une situation absolument inhumaine et inacceptable, surtout pour une dite démocratie, parce qu'on n'emprisonne pas les enfants, dans aucun endroit civilisé. Alors je voudrais savoir si Women Wage Paid a une voix par rapport à ça, parce que quand on dit femme, on dit mère, on dit enfant. Et quelle position a la société israélienne en face d'une situation si barbare et inacceptable de savoir qu'il y a des enfants de 10 ans, 11 ans, en prison, pourtant indéterminés, sans être jugés, et puis en sachant parfaitement bien les traumatismes que ça provoque dans un pays, dans une génération, avoir des enfants si jeunes, en vivant une réalité absolument inhumaine pour un temps indéterminé. Merci pour votre question. So about the question of human rights. Ce qui est la question sur les droits de l'homme, surtout les droits des enfants qui sont emprisonnés.
Tout d'abord, je dois le répéter, je représente un mouvement, je ne suis pas la loi, je ne suis pas le gouvernement israélien, je ne suis pas une représentante du gouvernement israélien, je suis membre de la société civile, c'est tout. Et en tant que société civile, nous avons dit clairement que nous sommes contre toute forme de violence, qu'elle soit physique, verbale, psychologique, mais notre programme et notre objectif, les choses sur lesquelles nous nous concentrons, touchent indirectement aux droits de l'homme. C'est une coïncidence. Si l'Israël célèbre ses 70 ans d'existence et que c'est également les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme signée à Paris, j'ai fait mon travail, comme vous le voyez, et je pense que c'est parce que nous sommes une société très diverse et hétérogène, et certaines personnes n'acceptent pas que l'on parle de façon négative de l'Israël. Et vous n'allez pas me faire parler négativement d'Israël, me faire accuser Israël. Si vous voulez me parler au niveau personnel, alors je serai ravie de le faire, mais ce n'est pas mon mandat de critiquer Israël. Mais, je le répète, notre objectif est la seule façon dont nous pensons pouvoir mettre un terme à cette situation de conflit, c'est de trouver une paix commune, trouver conjointement un accord entre les deux parties, les Palestiniens et les Israéliens. Pas de la façon dont ça a été fait, de façon unilatérale. Je suis désolée de ne pas vous en dire plus sur cette question, je ne la comprends pas. Je ne suis pas une juriste. Je n'ai pas de formation juridique, mais en tant que personne, je pense que c'est incroyable, ça ne devrait pas se produire. Mais ce n'est pas de mon mandat de vous en parler. Merci pour votre réponse. Je tiens à préciser que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui 2 représentantes de la société civile, d'un combat au quotidien pour la paix. Et effectivement, elles ne sont pas là en tant que représentantes du gouvernement israélien, mais bien en tant que porteuses d'un mouvement féministe pour porter la voix des femmes pour la paix. Et à ce titre-là, je voulais encore vous remercier. Je sais, j'ai vu une main qui se levait. Voilà, madame, j'en vois une autre, et madame ici. Je pense que 3 questions, enfin, voilà, vous aurez probablement le mot de la fin. Donc, voilà, vous avez le micro. On vous écoute. J'ai 2 questions à poser. La première, quel type de plaidoyer faites-vous avec les communautés dans les colonies? Est-ce que, si on regarde le conflit, je pense que ça, c'est un des principaux obstacles à une solution pacifique. Ce n'est pas une question politique, c'est juste un fait. Est-ce que vous essayez de vous rendre dans les communautés, dans les colonies, pour essayer de gagner de nouveaux membres à votre mouvement? Et deuxième question, vous avez dit que vous faisiez la distinction entre le fait que vous agissez pour un objectif défini. Et vous avez dit que vous n'êtes pas de la résistance pacifique, mais la résistance pacifique est aussi non violente. Pourquoi faites-vous cette distinction et qu'avez-vous contre cette résistance pacifique? La première partie de ma question, je voulais savoir comment vous appelez. Je m'appelle Nadia Chatti, je suis d'origine syrienne, je vis à Zurich et je suis en Suisse depuis 30 ans. Je vis dans une société, dans une situation pleine de contradictions. Merci de m'avoir donné votre identité. D'un côté, je suis entourée de pays, et peut-être que c'est une façon paranoïaque de voir, mais ça a été répété à plusieurs reprises. Je suis entourée de pays qui cherchent à me faire disparaître. À nous faire disparaître. Et en même temps, j'ai beaucoup d'empathie pour la société civile syrienne et civile qui souffre terriblement actuellement. Je peux vous donner un exemple de ce que je dis. Nous sommes une société contradictoire. D'une part, nous tendons la main pour l'aide humanitaire. C'est la chose la plus facile à faire, envoyer de l'aide médicale, faire venir des gens se faire soigner dans les hôpitaux chez nous. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça, c'est la situation contradictoire entre 2 pays qui sont officiellement toujours en guerre. Ensuite, l'autre chose que j'aimerais vous raconter,
La politique de notre mouvement est de tendre la main. Et l'une de nos objectifs est d'être aussi hétérogène que possible. En Israël, c'est très polarisé. Il y a Tel Aviv, les hauts niveaux d'éducation avec un statut social, le reste du pays, des gens pas trop religieux. Donc, ils respectent la religion comme partout ailleurs. Mais donc, ils ne sont pas aussi élitaires, parce que l'élite, en général, on l'associe à la gauche. Pour parler des droits de l'homme, on a plusieurs obligations. On doit trouver des partenaires parmi les femmes israéliennes, des personnes qui, pour elles, c'est un langage neuf. Et nous avons ça, et nous avons les colonies dont vous avez parlé. Nous avons vu dans ce clip, elle vit dans une colonie. C'est la sœur. Le rabbin était son beau-père. Le rabbin qui est mort était un homme de paix, mais ils vivent dans les colonies, ils sont prêts à y rester. Il y a des rabbins qui souhaitent y rester, même si ça devenait palestinien. Pour eux, c'est plus important de vivre là plutôt que d'être un Israélien. Mais ça, ils sont exceptionnels. Mais il y a des gens, la majorité des gens de notre mouvement sont des gens qui me ressemblent. Mais on le dit et vraiment, on est convaincus de cela. Et nous avons consacré beaucoup d'énergie à tendre la main pour essayer de faire entendre d'autres voix. Non, si on ne résout pas le conflit à l'intérieur de nous-mêmes, alors avec nos voisins, avec nos ennemis, je ne veux pas l'appeler un ennemi, elle ne l'est pas, mais elle comprend ce que je veux dire. Deuxième chose, quelle était votre question? Vous avez fait la distinction entre ce que vous faites, vos actions et une résistance pacifique. J'ai eu cette discussion avec Julia qui vient de partir, Bacha. Elle me donnait des excuses. Elle dit, pourquoi est-ce que vous êtes contre nous? Elle dit, un militant réel doit résister. Il y a des mouvements de résistance. Je ne suis pas contre la résistance, mais nous n'avons pas choisi cette voie, nous avons choisi une autre voie. Ça doit respecter la loi. Une résistance pacifique viole la loi, ce n'est pas violent. Mais pour l'instant, nous nous réinventons tous les mois. Peut-être si la situation change, nous devrons changer de stratégie. Mais ce n'est pas un mouvement qui s'en tient à un seul dogme. On l'a fait jusqu'à présent, mais peut-être qu'on devra changer. J'espère qu'on n'aura pas besoin de nous livrer à la résistance. Ça me fait penser à l'Argentine avec les maires de la place de Mai qui essayaient de faire quelque chose en respectant la loi. Elles étaient juste sur cette place. Et ça, c'était déjà quelque chose de très fort pour la société à l'époque. Donc, je pense que vous utilisez les mêmes outils dans votre contexte, un contexte qui est si tendu et si difficile et si complexe. Donc les gens doivent penser à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez juste faire une marche avec des femmes, de toutes ces femmes provenant de toutes ces différentes origines. C'est déjà un symbole très fort. Because I feel, I have to sort of represent. I'm the occupier. I would like to say that I think. C'est vrai que je représente l'occupant, c'est pas facile, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Il n'y a pas de symétrie. Et je vais faire une comparaison avec les mouvements. Il y a un mouvement que j'avais dit pour les mères, qui était un mouvement qui a été très efficace. Donc elles étaient là, elles se dressaient là pendant des semaines, et donc elles étaient là debout devant le ministère de la Défense et devant la Knesset. Et elles ont mis une telle pression sur le ministre de la Défense
je ne sais pas si on appelle ça de la résistance, mais c'est du militantisme. Et Israël s'est retiré du sud Liban et a retiré ses forces. Et ils ont obtenu un résultat, mais les temps changent. Et il y a quatre femmes qui font partie maintenant de notre mouvement. Et de nouveau, ce qui prévalait en 2000 ne prévaut peut-être plus en 2018. Et ce qui a marché en Argentine, c'est ce qu'il fallait pour l'Argentine à cette époque-là. Et nous n'avons pas... Donc, ma vie, à moi, n'est pas menacée. Peut-être que la vie d'Amanda est menacée. Alors, moi, mes activités, elles respectent la loi. Alors, il y a besoin d'avoir l'autorisation de la police pour organiser une marche. Mais nous restons dans le cadre de la loi et nous avons pas mal de liberté. Et ce que nous attendons de l'organisation, c'est qu'elle permette à revenir à un certain niveau de conscience et d'instaurer une conscience dans les jeunes israéliens pour qu'il y ait un changement et pour qu'ils fassent quelque chose et pour qu'ils puissent influencer le gouvernement. Et oui, c'est un mouvement de la société civile et nous comprenons que la solution sera de nature politique et qu'il faut prendre en compte les réalités du terrain. Il faut qu'il y ait la liberté et les Palestiniens doivent avoir le droit de décider leur propre devenir et leur destin. Et à ce moment-là, nous pourrons y arriver. Et les besoins de base doivent être garantis aux Palestiniens, le droit d'accès à l'eau, à l'électricité. On parle des besoins essentiels et après, on pourra passer à d'autres choses. Merci beaucoup, Amanda. Merci beaucoup. Donc, les deux dernières questions. Il nous reste 5 minutes. In these ranks, no? No one? So, OK, Madame, and Madame, et ce sera la dernière question. Nous vous écoutons. Je travaille sur les droits humains. Merci beaucoup de nous avoir donné cette perspective de la société civile. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la société internationale, la communauté internationale? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider avec Women Wage Peace pour justement nous éloigner de cette dichotomie, les bons, les mauvais, ce côté très dualiste et au niveau international, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau politique et Amanda a vu votre formation en psychologie, comment faire pour être engagée, et vous avez parlé de l'écoute radicale, comment on peut justement engager les gens qui ne sont pas convaincus et qui trouvent beaucoup plus facile justement de peindre le diable sur la muraille et voilà, de vouloir qui s'attache à cette dichotomie, les bons et les mauvais. Que pouvons-nous faire? Vous avez 5 minutes pour répondre à cette question. Que faire? Alors, merci pour cette question. Et la communauté internationale, et dès le début, nous avons tendu la main, nous avons des ambassadrices, et Massia, et Mera, et il y a des organisations sur le terrain, et d'autres organisations qui nous soutiennent, même du point de vue financier. Et nous sommes tous des bénévoles, et j'ai eu la chance d'être invitée et de façon très généreuse par le festival. Et chaque fois que nous nous rendons quelque part, et il y a 2 événements, il y a l'IPAC aux États-Unis et il y a le J-Call qui va avoir lieu à New York prochainement. C'est J-Call et J-Street. Il y a aussi un événement en Belgique et il y a quelque chose aussi qui se passe ailleurs, je ne me rappelle plus exactement. Et c'est comme ouf, il y a tant de choses qui se mettent sur pied et ça ne suffit jamais assez, mais le fait, nous avons réalisé que notre influence, non, j'aime pas le mot pouvoir, notre influence doit se faire au niveau international et a tout autant d'importance à l'international que localement. Et quel que soit le soutien, des invitations, des emails, des appels, des lettres. Et demain, nous allons essayer d'obtenir la reconnaissance des Nations Unies. Alors, je l'ai écrit. Ceci est très important. Just a second. Donc, donnez-moi quelques secondes. Patience. I will find it. Patience. Je vais trouver. Here it is. Ah, voilà.
l'éligibilité, donc le statut consultatif spécial, nous l'avons demandé et on répond à la définition. Et ça nous donnera on sera beaucoup plus exposé, on aura plus d'influence. Et nous voulons que les gens entendent notre voix et que ça résonne dans leur tête. Nous voulons que les gens parlent. Et nous utilisons des symboles, le blanc et les chants et les marches. Et on prend des symboles chez d'autres, qu'il y a eu dans d'autres combats. Et nous croyons dans le visuel. Nous sommes dans un monde visuel. Et c'est comme ça que la communauté internationale peut continuer à aider et d'avoir l'esprit ouvert. Je pense que c'est ça le plus important, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit. Ne pas juste avoir cet esprit étroit. Alors, il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Parce que des deux côtés, nous avons tous ce ressenti de culpabilité. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Je crois que la communauté internationale a un rôle à jouer. Vous êtes des citoyens des différents pays de la communauté internationale. Vous pouvez avoir une influence sur le gouvernement et à un niveau personnel. Vous pouvez venir dans notre pays. Vous pouvez devenir un témoin. Vous pouvez aussi rentrer chez vous et parler de ce que vous avez vu et apporter votre soutien de tas de façons diverses et variées pour justement apporter votre voix au changement et permettre qu'il y ait une nouvelle réalité à l'avenir. Et par rapport à votre autre question sur le traumatisme. Ah oui, les personnes qui sont fermées, très bonne question. Le désespoir, c'est la peur qui empêche les gens de se rencontrer les uns les autres. Et pour les Israéliens, ils sont séparés par le mur. Ils sont séparés les uns des autres par le mur et d'autres obstacles. Nous devons trouver des façons de nous rencontrer les uns les autres au-delà de ces obstacles pour les franchir, ces obstacles. Et nous devons donner une chance à l'espoir plutôt qu'à la peur de l'un de l'autre. Et c'est ce qui se passe. Il y a un bon nombre de Palestiniens et d'Israéliens qui n'ont jamais rencontré les Israéliens à un autre Palestinien ou les Palestiniens à un autre civil israélien. Les Palestiniens n'ont rencontré que les soldats israéliens. Ça, il faut changer la donne. Il faut trouver des façons qu'il y ait donc des membres de la société civile palestinienne rencontrent des membres de la société civile israélienne et dans l'autre sens. Merci beaucoup. Beyond fear and despair, women. Au-delà de la peur et du désespoir, merci pour votre participation. Merci à vous de l'intervention. Et Léo Kahneman a le micro en main ou en souhaite un qui fonctionne. Voilà. Alors merci à Laura qui a modéré magnifiquement ce débat. Merci aux deux intervenantes, une palestinienne, Amanda, une israélienne, Angela. Thank you, Léo. Voilà, vous pouvez les applaudir, elles étaient formidables. Et puis j'aimerais remercier les traductrices qui ont fait un travail extraordinaire. On peut vraiment les applaudir. Voilà. Je vais en parler maintenant.